À la une ce soir, touché par la précarité, un homme de 72 ans est contraint de vivre dans sa voiture. Une chaîne de solidarité s'est formée dans le quartier pour lui venir en aide. Premier bilan de la saison touristique à l'approche de la rentrée. La Martinique séduit autant les touristes que les locaux, à en croire la hausse de fréquentation. Notre musique et nos chants traditionnels s'exportent le temps d'un festival à Uzès en Gironde et c'est grâce à l'association Nomade Martinique portée par le saxophoniste Luther François. Et puis après la trêve d'hier, la mobilisation des avitailleurs du GEPAF se poursuit, un mouvement qui n'est pas sans conséquences pour l'activité de la plateforme Aimé Césaire. Nous en parlerons avec notre invité Franz Taudiard, le président du directoire de la SAMAC. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre Tranche Info. Vous pouvez suivre ce journal en direct sur Facebook. Un drame de la précarité peu commun chez nous. Denis, 72 ans, vit dans sa voiture. L'homme dont la santé est fragile reçoit seulement l'aide de quelques habitants du quartier. Tous souhaitent aujourd'hui que le septuagénaire puisse retrouver de bonnes conditions de vie. Reportage Sandrine Claude. Plusieurs fois par jour, Astrid vient en aide à Denis. L'homme âgé de 72 ans a stationné son véhicule à cet endroit depuis 2 semaines, une voiture qui semble lui servir de maison. J'ai remarqué que le monsieur sortait de sa voiture pour essayer de s'habiller. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit que c'est quelqu'un qui dort dans une voiture. Et j'ai dit, il faut que je m'approche de lui et je me suis approchée et j'ai vu qu'il était très faible. Je ne sais pas s'il a, je ne sais pas s'il n'a pas, mais je ne peux pas le laisser sans manger. Selon ses propres dires, cela ferait en réalité 9 mois que le septuagénaire vivrait dans ces conditions d'extrême pauvreté. Comment cet ancien chauffeur en est-il arrivé là? Entre déboires administratifs et financiers, l'homme ne percevrait aucune pension de retraite ni aide sociale. Rupture familiale, perte de mémoire, la version de Denis Nozel reste confuse, mais sa détresse, elle, est bien palpable. Je suis dehors comme un chien. Je vis dans une vie plus dure qu'en tant qu'Amiel Robert, plus dure. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai pas même de quoi même acheter un pain pour pouvoir manger. C'est ça qui est dur. Je n'ai pas réussi au point de la route pour demander donne-moi un morceau de pain, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est dur de le faire. Et je ne l'ai jamais fait de ma vie. Souffrant de diabète, Denis doit se rendre régulièrement à l'hôpital. Dans le voisinage, sa situation ne laisse pas indifférent. Mais il ne faut pas qu'il dort dans la voiture là. Mais il refuse. En plus, nous sommes en période de pluie. Alors on ne peut pas laisser. Et là, vous n'avez pas vu ses pieds là. Vous n'avez pas vu ses pieds parce que là, on va lui couper. On va lui couper les pieds là. Il est dans le déni. Je pense qu'il faut que le service social, les médecins psy viennent le voir pour l'aider à s'en sortir. Parce que c'est un monsieur qui refuse de le mettre dans une maison. Je pense qu'il y a le service social, il y a les médecins pour ça. Des secours qui seraient déjà venus au chevet de Denis, mais l'homme serait réticent à se faire aider. Une nouvelle illustration de la précarité dans laquelle se trouvent beaucoup de nos aînés. Et la précarité touche aussi les familles. À 2 semaines de la rentrée scolaire, la Croix-Rouge française Martinique renouvelle son opération Fournir leur succès. Il s'agit de collecter des fournitures scolaires dans tous les centres commerciaux de l'île pour aider les parents en difficulté à constituer la liste des affaires d'école. Objectif, satisfaire le plus grand nombre de foyers dans le besoin, mais surtout permettre aux enfants de travailler dans de bonnes conditions de réussite. Voyez les explications de bénévoles de la Croix-Rouge française recueillies par Alvin Courcy. Concrètement, nous avons un certain nombre de familles que nous suivons, un certain nombre de familles en difficulté que nous accompagnons au quotidien durant toute l'année, mais également en direction des CCAS qui eux aussi ont un certain nombre de familles qu'ils accompagnent de manière régulière. Et nous avons aussi des associations avec lesquelles nous avons des partenariats à qui nous allons distribuer une partie de ces fournitures de façon à ce qu'elles puissent elles aussi aider des familles en difficulté qu'elles suivent tout au long de l'année. Il y avait une liste, j'ai donné un dictionnaire, puis des instruments de dessin, de cahiers de texte, tout cela. Il faut que les enfants, tous les enfants partent sur un pied d'égalité.
Parce qu'un enfant qui a déjà un handicap social ou autre, hein, il n'est pas sur le même pied d'égalité que les autres. C'est important pour vous de donner? Oui, c'est important de leur donner toutes leurs chances. Si vous souhaitez aussi secourir, aider, soutenir ou accompagner les personnes en difficulté de la Croix-Rouge française, recherche toujours des bénévoles. Renseignements au 0596 73 85 13. Revenons à présent sur le conflit avitailleur-GEPAF, une grève dont les conséquences ont fortement impacté l'activité de la plateforme Aimé Césaire, mais aussi celle des compagnies aériennes. Avant d'en parler avec notre invité France Taudiard, rappelons les tenants et les aboutissants de ce mouvement social qui dure depuis le 9 août dernier. Les salariés affiliés à la CDFT dénoncent le management de leur direction et certaines conditions de travail. Ils souhaitent le maintien des acquis sociaux et surtout, ce qui fait débat, l'embauche de 2 salariés afin d'assouplir leur planning. Les négociations entamées dimanche dernier entre les grévistes et la direction ont échoué. Après une trêve suite au passage de la tempête Harvey, les négociations ont repris aujourd'hui. Voyez les témoignages des 2 parties recueillis en début de semaine par Alvin Courcy. La direction entend le fait que les salariés veulent assouplir les plannings, veulent avoir des week-ends peut-être un peu plus disponibles, surtout sur la période des croisières au premier trimestre de l'année. C'est pourquoi en fait on a fait des propositions d'avoir des renforts en main-d'œuvre pour remplacer lors d'imprévus par des personnes intérimaires, ce qui permettrait justement de ne pas rappeler des personnes titulaires sur ces journées-là, ou bien de renforcer les équipes sur les week-ends, où il y a tous les bateaux de croisière et donc de nombreux vols supplémentaires. Pour l'instant, toutes ces propositions faites par la direction ont été refusées par les salariés. Qu'il y ait des intérimaires de temps en temps par rapport à un effectif dans lequel on aura inclus les 2 embauches, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais les 2 embauches, pour nous, c'est ça qu'il convient d'avoir. Donc, tant qu'il n'y aura pas ces 2 embauches, la grève continuera. Ah ben là, pour le moment, la grève continue. C'est vrai que nous avions promis à monsieur le préfet que c'était investi de telle sorte qu'hier, la première réunion, nous lui avions promis de lâcher un petit peu du lest. Mais là, les camarades ont décidé de faire ce qu'il faut. Alors, pas pour pénaliser, c'est pourquoi justement la grève fait que des avions quand même sont avitaillés, mais pour bien faire remarquer à la direction qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut qu'il se penche davantage sur les doléances des personnels. À noter ce soir, lors des nouvelles négociations, la direction du GEPAF a accepté d'embaucher un salarié à partir de décembre 2017, mais avec en contrepartie le gel des salaires sur 1 an. Cependant, elle ne cédera pas sur la 2e embauche demandée par les grévistes. Il reste encore un autre point à régler, celui du management. Les salariés en grève maintiennent à ce jour leur mobilisation. Bonsoir France Taudiard, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'accueillir chez vous. Alors, je rappelle, vous êtes le président du directoire de la société Aéroport Martinique Aimé Césaire, autrement dit la SAMAC. Alors, ce conflit a un fort impact sur le secteur du transport aérien, qu'il soit de marchandises, de voyageurs. Quelles sont concrètement les conséquences de cette grève sur les activités de la plateforme Aimé Césaire? D'accord. Alors d'abord, mes excuses pour m'avoir un peu cassé, et puis auprès de notamment vos téléspectateurs, mais je ne pouvais pas, j'allais dire, ne pas sortir de ma réserve devant la gravité de la situation que j'entrevois pour le transport aérien en Martinique. C'est ce dont il s'agit. C'est mon inquiétude. Vous savez, depuis plus de 5 ans, nous avons fait un travail considérable avec les collectivités, l'ex-région, le comité martiniquais du tourisme, l'ancienne formule, nouvelle formule, avec la CTM aujourd'hui, avec le Grand Port, avec les services de l'État, pour pouvoir développer le transport aérien en Martinique, contribuer au développement du tourisme en Martinique et à l'économie martiniquaise. Très rapidement, pour illustrer un peu tout cela, nous avons fait revenir American Airlines qui était parti dans des conditions à peu près similaires. Ensuite, nous avons fait venir Norvégienne avec les résultats qu'on connaît. On a développé la croisière tête de ligne avec les résultats qu'on connaît. On a fait venir Condor depuis l'Allemagne. On a accompagné le développement du trafic régional. On a accompagné la création dernièrement d'une dernière compagnie aérienne, Ava Air, et qui dessert la Guadeloupe. Donc bref, il y a un gros investissement qui a été fait, notamment par la SAMAC. Et je ne peux pas rester impassible devant, ce qui constituerait un peu une casse, pour ne pas dire un sabotage de ce travail qui a été fait depuis 5 ans. Je ne peux pas rester impassible. Et j'observe, je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier, dans le fond, je ne suis pas compétent pour le faire, néanmoins, j'observe un certain nombre de faits
qui accompagnent le déroulement de ce conflit. Premièrement, vous avez une plateforme qui a été déposée le 4 août. On a commencé les négociations le 13 août. Pourquoi a-t-on perdu 9 jours? Moi, je vais vous dire, on a perdu 9 jours parce qu'on a refait la même erreur qu'il y a 3 ans, c'est de se demander pourquoi le secrétaire du syndicat doit être autour de la table. Mais il y a 3 ans, on a déjà démontré qu'il fallait. Donc on a perdu 9 jours. Vous pointez du doigt la responsabilité ouvertement de la direction du GEPAF. Je constate des faits. D'accord. Je constate des faits. Bon, ensuite, qu'il y ait des revendications qui soient excessives par ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le fond. Ce que je demande, c'est que les partis aient bien conscience de la gravité de la situation et des conséquences que ça va avoir sur la plateforme. J'ai reçu une lettre d'American Airlines qui me dit que si ce conflit n'est pas réglé dans les meilleurs délais, American Airlines se retire. Vous avez déjà des conséquences sur des avions qui partent avec d'énormes retards. Vous avez des conséquences des passagers qui sont laissés en rade dans des destinations, des provenances Miami ou autres, Pointe-à-Pitre, qu'il n'y a pas très longtemps. Des vols allongés également. Des vols allongés ou des vols carrément annulés. Vous avez American Airlines a laissé des passagers en plein à Miami. Et qu'est-ce que vous faites lors de cette situation? Quel dispositif vous mettez en place? Nous, il faut s'occuper des passagers. Bon, lorsque, à l'approche de la tempête Harvey, j'ai sollicité les partis, et notamment les salariés, pour qu'ils puissent travailler. Je n'étais pas le seul à le faire, les compagnies l'ont fait également, mais pour qu'ils puissent travailler, pour éviter que... Parce que si un avion ne part pas, vous avez dans l'aérogare, vous avez 3-4 000 personnes qui dorment dans l'aérogare il faut les loger, il faut les nourrir. Il faut les nourrir, etc. Donc c'est les conséquences qu'il y a derrière, et puis surtout, le plus grave, c'est que tout ce travail que nous avons fait pour développer risque de voler en éclats. Et nous risquons une décrédibilisation de la destination Martinique, alors qu'on fait tant d'efforts pour faire en sorte de relancer. Vous venez de le dire, regardez les vacances, comment ça se passe, le nombre de touristes qu'on commence à recevoir. On ne peut pas laisser casser l'outil comme ça. J'en appelle aux deux parties, et je dis, ça suffit, il faut que maintenant que tout le monde prenne conscience et prenne de la hauteur par rapport à cette situation, parce qu'il y va de l'avenir du transport aérien en Martinique, il y va de l'avenir touristique en Martinique, il y va de l'avenir de l'économie de Martinique. Donc il faut que les deux parties prennent conscience de l'importance de la chose aujourd'hui. D'ailleurs, la Fédération nationale de l'aviation marchande monte aussi au créneau, est vraiment très en colère. Les compagnies aériennes sont affectées, ils disent concrètement, sont affectées par ce mouvement, et ils demandent à cette période de vacances scolaires et de rentrée qui est en train de se mettre en place, demandent sans délai, je cite, la pleine disponibilité d'un avitaillement en kérosène pour permettre la réalisation de la totalité du programme des vols prévus. Comment vous allez faire si le conflit perdure? Est-ce que vous avez prévu un service minimum? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on en appelait. Alors, il y a une obligation. La loi oblige les grévistes à informer préalablement, avec un certain délai, des heures de débrayage. Je crois savoir, c'est ce qu'ils ont accepté. Oui. Bon, j'ai reçu personnellement une information selon laquelle ils ont accepté de prévoir les plages. Parce que les avions, il faut que les compagnies aériennes programment pour éviter que les heures de travail des pilotes n'arrivent pas en butée. Bon, c'est caricatural, mais imaginez qu'un pilote arrive en butée, il est au-dessus de l'Atlantique, il vous dit, moi, ma journée est terminée, j'arrête. Bon, ça ne va pas se faire, mais il y a une responsabilité derrière cela. Donc c'est pour ça qu'il faut prévenir. Donc il faut que les salariés prennent leur responsabilité aussi de prévenir. Bon, je constate qu'il y a des choses qui se font. Donc je dis, à un moment donné, il faut que les deux parties se disent, nous sommes arrivés à un point de consensus, on se met d'accord, parce qu'il y va de l'importance du développement du transport aérien à Martinique et des Martiniquais. Je veux dire, des Martiniquais, vous êtes en ce moment une période de pointe, les retours de vacances, les étudiants qui vont partir. Si vous ne prenez pas votre vol aujourd'hui, vous risquez d'être reporté à fin septembre. Merci. Donc, je demande vraiment une responsabilité. Je crois que les Martiniquais ont entendu votre message. Voilà. Merci. Pour l'avenir du transport aérien. Merci Franz Taudiard pour cet éclairage et on vous souhaite bon courage et bon rétablissement également. Merci beaucoup. Le 15 août passé, l'heure est au premier bilan de la saison touristique. Notre île reste une destination très prisée des vacanciers de l'Hexagone ou d'ici. Les fréquentations ont augmenté par rapport à l'année précédente. Alvin Courcy. Certains se préparent déjà pour la rentrée. Il n'est pas question pour d'autres, ne serait-ce que d'y penser. Principe de vacances, voilà, je vais m'amuser jusqu'au bout et puis voilà, j'ai encore un peu de temps devant moi, 2 semaines, donc profitez encore. Je profite au maximum, je prends énormément de soleil puisque vivant ici, bizarrement, je ne vais pas tout le temps à la plage. Donc
on fait le maximum pour profiter de la plage. On profite, ouais, parce qu'on ne sait pas s'il va faire mauvais demain, etc. Donc on profite de la mer, du beau temps, et puis voilà. Bien que la météo soit capricieuse, en cette fin de mois d'août, les plages sont encore très fréquentées. Il en est de même pour les structures hôtelières, comme ici, à la Pointe du Bout. On peut dire qu'on a fait une très belle saison en 2017. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu le phénomène Zika qui nous avait un peu perturbé, mais cette année, on a repris du poil de la bête et franchement, on peut dire qu'on a fait une très belle saison. Pour cet établissement, le Bacois notamment, on avoisine à peu près 5 à 8% d'occupation supplémentaire à fin août. À fin août, par exemple, je suis à 77% d'occupation, donc on peut dire que franchement, c'est une très belle saison. Du côté des activités de loisirs, même constat. Je pense que les touristes sont bienvenus cette année avec plus d'avions. Donc ça a permis de remplir l'hôtel aussi et de nous ramener plus de touristes. Mais les locaux aussi ont bien joué le jeu et ça s'est bien passé avec eux aussi. Si l'économie touristique se porte bien, d'autres solutions pourraient être développées selon les professionnels pour accueillir toujours plus de monde en juillet et en août. Je pense qu'il faut aller dans les autres pays, dans l'Amérique du Sud, pourquoi pas au niveau de l'Amérique du Nord aussi, essayer d'avoir un peu plus et tout ça, il faut malgré tout des avions qui viennent sur la destination, d'autres destinations qui viennent sur la destination Martinique. Je pense que toutes les croisières toute l'année, ça serait un super truc. Si on aurait des bateaux toute l'année, ça serait très bien. Après, déjà là, je pense qu'ils vont rallonger les avions, donc ça va être super aussi. Les avions qui vont partir de la province, ça va ramener du monde aussi. En attendant de voir plus d'avions, de croisières et de visiteurs venir sur notre île, il reste encore une dizaine de jours aux chanceux qui sont encore en vacances avant de retrouver le rythme de la rentrée. Restez avec nous dans un instant, la renaissance de la petite chapelle du quartier Rivière-Roche à Macouba. Nous irons ensuite au Morne Rouge, au pied de la croix du Réduit qui a survécu à l'éruption de 1902. Et puis nous partirons à Basse-Pointe découvrir le nouveau centre culturel de Gradis. Mais avant la responsabilité spirituelle et sociale de l'homme, c'est le thème d'un séminaire d'enseignement qui s'est déroulé aujourd'hui à Fort-de-France. Ce rendez-vous exclusivement masculin a été initié par le Centre du Réveil chrétien. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'intégration sociale ou encore le rôle de l'homme dans le foyer. Voyez les explications du pasteur David Goma. Il répond à Sandrine Claude. Nous avons voulu mettre en place un organe qui va se charger effectivement de pouvoir rassembler les hommes. Donc bien sûr, il est clairement question de renforcer le leadership de l'homme, le leadership spirituel et social. C'est-à-dire que nous voulons des hommes qui soient forts pour pouvoir assumer leurs responsabilités dans la famille, dans l'Église et dans la société. Et donc il y a beaucoup de réalités à ce niveau-là qui ont pu affaiblir l'homme aussi au cours de l'histoire. On est dans une société où la figure maternelle s'est imposée et parfois au détriment de la figure paternelle et les conséquences sont graves pour toute la société, pour les enfants. Et donc je pense aussi que les femmes sont aujourd'hui demandent aujourd'hui effectivement cette figure, puisque les femmes potomitans, elles finissent par sacrifier leur vie et ne sont jamais heureuses. Donc si l'homme ne retrouve pas son leadership, eh bien, ça sera toujours déséquilibré et difficile. Partons à Uzeste en Gironde à présent. Dans ce petit village de moins de 400 habitants sont organisés les Estéjades d'Uzeste, un festival de musique atypique. Et pour sa 40e édition, les organisateurs ont souhaité créer un pont d'expression artistique avec la Martinique. Ainsi, le belly ou encore le jazz caribéen sont mis à l'honneur. Une initiative rendue possible grâce à l'association Nomade Martinique, portée par le saxophoniste flûtiste Luther François. Reportage Éloi Blaise. 7000 km plus tard, le tambour martiniquais est au festival Estéjades d'Uzeste, tout près de Bordeaux. Aujourd'hui, on prend un pas sur l'histoire. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche justement de rapprochement intelligent et surtout de production vivante. Ce tambour se prépare à participer à un lionnage. Je connais Lubat depuis assez longtemps. C'est un homme
de mise en relation, de confrontation, de rencontres, de débats. Et donc l'IonnAge, c'est la mise en lien entre les hommes. L'improvisation, c'est le non fini, c'est le commencement perpétuel. Donc ça permet, si tu veux, de faire des rencontres. L'orchestre éclatait, tac, tic-tac, tac, tac. On nageait dans le rythme et le roulement, on remontait. Ici à Uzeste, l'imaginaire s'enrichit. Cette escapade musicale permet au saxophoniste Luther François un autre regard. Notre ouverture, notre chemin. Et c'est ça l'importance de l'IonnAge pour moi. Parce que jusqu'à maintenant, c'était tellement difficile que moi je me trouvais dans un monde qui se rétrécissait autour de moi. Tu vois? Avec moins et moins d'opportunités de s'exprimer. Et je m'apprêtais même à peut-être quitter la zone caribéenne. Parce qu'à 65 ans, presque, on n'a pas beaucoup de temps qui reste pour faire ce qu'on voudrait faire. Uzeste, c'est aussi cela, au-delà des mots. Place à votre JT des communes du samedi. Tout au long de l'année, nous vous proposons des reportages découverts de notre île. Pour ces grandes vacances, la rédaction vous a concocté une petite sélection des meilleurs moments de la saison. Et ce soir, nous allons à Basse-Pointe découvrir le nouveau centre culturel construit dans l'ancienne habitation Gradis. Mais avant, direction Macouba avec les habitants de Rivière-Roche qui ont redonné vie à la petite chapelle du quartier. Regardez. Plus qu'une chapelle, il existe au quartier Rivière-Roche à Macouba un véritable espace de rencontre entre personnes du quartier et d'ailleurs. Tous ceux qui viennent ici témoignent, qui vivent vraiment une intimité avec le Seigneur. Parce que nous sommes un petit groupe dans la chapelle, très convivial et on vit au mieux la messe puisqu'on est concentré. On aime ici, à Rivière-Roche. Et tu viens d'où? Je reviens de Basse-Pointe, à la cité tapis vert. Depuis que ma mère elle est décédée, depuis ce temps, c'est moi qui nettoie la chapelle et je l'ouvre tous les matins. La venue de Monseigneur Macaire l'année dernière, au mois de mai, on lui a fait une surprise, il ne savait pas que la petite chapelle existait. Donc, il est venu et il nous a proposé de faire une évangélisation. Cette chapelle, qui est l'objet de toutes les attentions, fait la fierté des Macoubétains et tous sont heureux de partager son histoire. On a célébré un mariage ici et un baptême. Et l'évêque il était étonné, il m'a dit un mariage. J'ai dit oui, un mariage. Comme un quartier qui s'appelle Rivière-Roche, il croyait qu'il y avait Rivière seulement au Lamentin. Alors quand il est arrivé, on a dit oui, c'est le quartier, je ne savais pas, c'était le premier quartier qui se nommait Rivière-Roche. Parce qu'il y a un monsieur qui habitait ici, Monsieur Roche. Alors c'est pourquoi on a donné. Il y avait la rivière qui passait. Oui, alors on a donné, il y a la rivière au fond, qui est la rivière de Rivière-Roche, et puis on a donné le quartier le nom de Rivière-Roche. La chapelle, qui se trouve sur la route qui mène à l'une des distilleries bien connues de la Martinique, constitue aussi une halte touristique. La paix de Jésus. Le monument n'échappe à aucun automobiliste. Il marque symboliquement la limite de la zone dévastée par l'éruption du 8 mai 1902. À l'époque, un homme sur sa carriole échappe de peu à la mort à cet endroit précis, tandis que la ville de Saint-Pierre, comme toute la zone, est rayée de la carte et que les morts se comptent par milliers. La zone, elle, est préservée du souffle mortel du volcan. Nous sommes le 8 mai 1902, petit miracle dans cette région. Monsieur Lasserre reçoit le souffle de la montagne Pelée. Sa voiture, sa carriole est renversée, mais il n'est pas mort, brûlé à vif. Et donc cette zone
j'appelle la porte de l'enfer, conduit vers le Morne Rouge. Et une maison juste devant moi a été épargnée, ainsi que la croix sur ma droite. Et le carrosse derrière moi est entièrement brûlé. Et c'est là qu'il est conduit, ce monsieur Lasserre est conduit au Morne Rouge pour recevoir les premiers soins. Quelques semaines avant la catastrophe, cette croix et son Christ ont dû voir passer la sœur de charité de la ville de Saint-Pierre. Perturbée par un songe, elles seront au presbytère du Morne Rouge où une seconde religieuse attend, elle aussi, de rencontrer le Père Marie. Ces deux femmes auraient eu une prémonition. La sœur de charité de Saint-Pierre, qui raconte son rêve. Mon père, j'ai rêvé d'une épée bleue qui se promenait le long sur la mer en face de la ville de Saint-Pierre. Au grand étonnement de Père Marie, celle du Morne Rouge raconte le même rêve. En quelque part, ceci annonçait le drame de 8 mai 1902. Mais l'existence de cette croix est antérieure à l'éruption de la montagne Pelée. Elle est érigée en 1865 à l'occasion d'un jubilé décidé par Rome, sur un site déjà important au XVIIe siècle, dans les guerres de possession de l'île entre les Anglais et les Français. C'est une zone stratégique ici, d'ailleurs qui s'appelle Petit Réduit. Le Petit Réduit stratégique, pourquoi? En cas de guerre, il y a un resserrement. Sur ma droite, vous avez une falaise assez marquée, et puis ce relief. Donc il suffisait d'arriver ici et puis attendre l'ennemi. Aujourd'hui, l'endroit n'est pas oublié, car c'est le lieu de passage de la course annuelle du souvenir qui débute à Saint-Pierre et s'achève à Fort-de-France en passant par le Morne Rouge. Coureurs à pied ou automobilistes, la Croix du Réduit, comme l'oratoire de Saint-Christophe, saint patron des automobilistes, semblent veiller ensemble sur ceux qui empruntent cette route. 7 hectares d'un site majestueux. L'habitation Gradis semble tout indiquer pour accueillir un centre culturel. Un projet qui ne verra pas le jour dans l'immédiat, mais l'annonce de la création d'une telle structure dans leur commune ravit les habitants de Basse-Pointe. Je pense que c'est une bonne chose pour Basse-Pointe et les autres communes aussi, Macouba, Rivière, Ajoupa. Bon, s'ils sont intéressés, parce que les jeunes maintenant, ils restent coachés devant leur portable, téléphone. Bon, voilà, ils sortent plus. Bon, je pense que ça va peut-être les aider à découvrir. Ça évite d'aller loin. Et puis si normalement on est dans notre commune, ça nous permet de rester sur place et de vivre de certaines choses. Moi je fais de la peinture, je fais de la musique aussi, mais il me manque certaines bases d'encadrement pour pouvoir faire évoluer mon truc. Donc on attend ça, vraiment la jeunesse est très portée sur ça. Ce site, qui fut au départ une habitation sucrière il y a 2 siècles, avec des esclaves, est aujourd'hui destiné en premier lieu aux populations et aux artistes du Grand Nord. L'idée est née sous la mandature d'André Charpentier, précédent maire de Basse-Pointe, et sous la présidence de région de Serge Letchimy. Mais aujourd'hui, c'est la CTM qui concrétise le projet en faisant l'acquisition du site. Et la collectivité territoriale de Martinique nourrit de grandes ambitions à cet endroit. Le président Alfred Marie-Jeanne a une intention artistique très forte pour ce lieu. Il veut faire de ce lieu une scène destinée à l'histoire de la Martinique, de sa naissance à nos jours. Évidemment, cela va consister en un travail très étroit avec tous les historiens de Martinique. C'est de participer de la connaissance historique de notre pays, de faire participer nos jeunes populations, parce qu'il va travailler très étroitement en lien avec les collèges, les lycées, les écoles primaires, d'abord pour commencer avec les écoles du Nord Atlantique de la Martinique et plus largement. Exposition permanente, accueil d'artistes, en plus d'être un haut lieu d'histoire. Depuis Basse-Pointe, le site de l'habitation Gradis doit rayonner culturellement sur la Martinique tout entière. Un souhait partagé par le premier magistrat de la commune. Il est important d'asseoir l'identité martiniquaise pour notre jeunesse. Savoir quelles sont leurs vraies origines et que nous avons eu justement des artistes martiniques. Et je redis, comme un peu Mandela, à manière de Mandela, de dire que la culture comme l'éducation, ce sont des bases fondamentales de l'identité martiniquaise. Mais il y a encore beaucoup à faire à l'habitation Gradis. Une mise en sécurité de l'endroit, quelques réparations et aménagements, comme des jeux de lumière, qui devraient s'achever dans leur totalité en 2019. Mais le centre culturel à l'habitation Gradis pourra tout de même accueillir quelques manifestations. Ce devrait être le cas en juin prochain, à l'occasion d'un colloque sur la langue française.
C'est la fin de votre édition, merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Touché par la précarité, un homme de 72 ans est contraint de vivre dans sa voiture. Une chaîne de solidarité s'est formée dans le quartier pour lui venir en aide. Premier bilan de la saison touristique à l'approche de la rentrée, la Martinique séduit autant les touristes que les locaux, à croire la hausse de fréquentation. Notre musique et nos chants traditionnels s'exportent le temps d'un festival à Uzès en Gironde et c'est grâce à l'association Nomade Martinique portée par le saxophoniste Luther François. Et puis après la trêve d'hier, la mobilisation des avitailleurs du GEPAF se poursuit, un mouvement qui n'est pas sans conséquences pour l'activité de la plateforme Aimé Césaire. François Audiard, le président du directoire de la SAMAC, nous a fait part sur ce plateau de son inquiétude face à ce conflit. À suivre le journal de BFM TV, votre bulletin météo complet présenté par Ruth Fortuna. À 20h, votre émission The Voice Kid, puis en deuxième partie de soirée, ATV Mix Party. À demain, merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur ATV.